Le millionnaire retrouve ses filles jumelles sous la pluie et découvre la terrible vérité sur son épouse. François Delorme a tout ce qu'un homme pourrait désirer. Il est un homme d'affaires millionnaire, respecté à Paris, propriétaire d'un manoir à Lyon et père de 2 fillettes jumelles de 6 ans. Sa vie est une succession parfaite de réunions internationales, de contrats colossaux et de succès professionnels. Il croit que sa famille est en sécurité, bien soignée par son épouse Élodie, tandis qu'il construit son empire, jusqu'à cette nuit de novembre. En revenant d'une réunion à Lyon sous une pluie torrentielle, François voit quelque chose qui glace son sang. 2 enfants recroquevillés sous le auvent d'une boulangerie fermée, tremblants, trempés, sans manteau. Lorsqu'il s'approche, son monde s'effondre. Ce sont Camille et Chloé, ses filles, seules sous la pluie, terrifiées. Mais ce n'est pas la pluie qu'elles craignent, c'est ce qui les attend à la maison. « Ne le dis pas à maman », murmure l'une d'elles, serrant la main de sa sœur avec désespoir. François a toujours été absent, trop occupé à bâtir des fortunes pour voir l'horreur qui se déroulait dans sa propre maison. Maintenant, des fragments de vérité commencent à remonter à la surface. Des dessins cachés montrant des monstres qui crient, une gouvernante qui hésite à parler, des enfants qui ne savent plus sourire sans peur. Élodie, son épouse élégante et intouchable, cache un passé sombre et un présent encore plus terrible. Derrière la façade parfaite de la famille bourgeoise lyonnaise, il existe une cage invisible où 2 petites filles vivent terrifiées. François doit faire un choix, continuer à fermer les yeux, ou détruire tout ce qu'il a construit pour sauver ce qui compte vraiment. Mais Élodie ne lâchera pas facilement sa prise. Et lorsqu'une mère décide de se battre, elle connaît toutes les armes pour détruire un père absent qui veut se racheter trop tard. Entre la culpabilité écrasante des années perdues et le désespoir de sauver ses filles avant qu'il ne soit trop tard, François s'engage dans une bataille judiciaire brutale où chaque mot peut coûter l'avenir de Camille et Chloé. Car certaines tempêtes ne viennent pas du ciel. Elles vivent à l'intérieur de la maison. Et lorsque la vérité éclate enfin, personne n'en sort indemne. Une histoire sur le courage d'affronter ses propres erreurs, le prix du silence, et jusqu'où un père peut aller pour sauver les filles qu'il a abandonnées sans s'en rendre compte. Le café fumait encore dans la tasse en porcelaine posée sur le bureau d'acajou. François Delorme observait la scène depuis les grandes baies vitrées de son bureau du 8e arrondissement, les mains dans les poches de son costume Armani gris anthracite. En bas, les péniches glissaient lentement sur l'eau grise, indifférentes au balai des voitures sur les quais. Il était 7 heures du matin et François était déjà au travail depuis 1 heure. « Monsieur Delorme, votre conférence avec Tokyo commence dans 10 minutes, annonça Margot, son assistante, en passant la tête par l'entrebâillement de la porte. « Merci, Margot. Préparez aussi le dossier Siemens pour 14 heures. » Elle hocha la tête et disparut. François se retourna vers son écran. Les chiffres défilaient. Augmentation de 15% du chiffre d'affaires, expansion en Asie, nouveau contrat avec le gouvernement allemand. Delorme Tech Solutions était devenu en 10 ans l'un des leaders européens des solutions de cybersécurité. François avait bâti cet empire avec ses mains, son intelligence et des sacrifices qu'il préférait ne pas compter. Son téléphone vibra. Un message d'Élodie. « Les filles ont école. Appelle ce soir si tu as le temps. Pas de « je t'aime », pas de « tu nous manques », juste un constat froid. » François tapa une réponse rapide. « Bien sûr, bisous », et reposa l'appareil. Ce soir, comme tous les soirs, il appellerait ses filles jumelles, Camille et Chloé, 6 ans. Il leur demanderait comment s'était passée leur journée, ce qu'elles avaient appris, si elles avaient été sages. Elles répondraient par monosyllabes, et Élodie reprendrait le téléphone pour parler brièvement des factures, de la maison, de rien d'important. Puis il raccrocherait, retournerait à ses dossiers et se dirait que demain serait différent. Sauf que demain ressemblait toujours à aujourd'hui. La conférence avec Tokyo dura 1h30. François négocia en anglais avec une précision chirurgicale, obtint les conditions qu'il voulait et raccrocha avec la satisfaction du travail bien fait. Margot entra aussitôt avec un plateau. Croissant aux amandes de la pâtisserie Storer, jus d'orange pressé. « Vous n'avez rien mangé ce matin ?» dit-elle d'un ton de reproche maternel. François sourit faiblement. « Vous me connaissez trop bien. Quelqu'un doit s'occuper de vous, monsieur. Quelqu'un devrait, pensa-t-il en mordant dans le croissant tiède. Le beurre fondit sur sa langue, mais il n'en ressentit aucun plaisir particulier. Il mangeait par nécessité,
dormait 4 heures par nuit, enchaînait les réunions comme un automate efficace. À 42 ans, François Delorme était respecté, admiré, envié. Il possédait un appartement de 150 mètres carrés, rue de Varennes, une maison familiale à Lyon, 2 voitures de collection. Il déjeunait avec des ministres et dînait avec des PDG. Pourtant, quelque chose sonnait creux dans cette vie parfaitement orchestrée. L'après-midi s'écoula entre le dossier Siemens, 3 appels avec des investisseurs et une séance de coaching avec son équipe de développement. À 18 heures, Margot frappa de nouveau. « Monsieur, vous avez un rendez-vous à Lyon demain matin, 8 heures. Le client insiste pour une rencontre en personne. » François fronça les sourcils. « Lyon? Quel client? » « Bertrand Morel, de Morel Industries. Il veut discuter d'un partenariat stratégique. » Lyon, la ville où vivait sa famille. Il n'y était pas retourné depuis 3 semaines. Un pincement désagréable lui traversa la poitrine. « Réservez-moi le TGV de ce soir, 19h30. Je dormirai à la maison. » Margot arqua un sourcil surpris, mais ne fit aucun commentaire. « Très bien, monsieur. Bon voyage. » Lyon, novembre 2024, soir du jour 1. Le TGV filait à 300 km/h à travers la campagne française plongée dans l'obscurité. François regardait son reflet dans la vitre, traits tirés, cernes sous les yeux, mâchoire serrée. Quand était-il devenu cet homme-là? À 20 ans, il rêvait de changer le monde. À 30, il voulait réussir pour offrir une vie meilleure à sa famille. À 40, il réalisait qu'il avait construit une prison dorée dont il était le seul prisonnier. Son téléphone sonna. Élodie. « François, tu viens à Lyon? »« Oui, j'ai un rendez-vous demain matin, j'arrive vers 22 heures. » Un silence. « Les filles dorment déjà, ne fais pas de bruit en arrivant. »« Bien sûr, comment vont-elles? » Comme d'habitude, Camille a eu une mauvaise note en dictée. Chloé refuse de manger ses légumes. Rien de nouveau. La voix d'Élodie était neutre, presque lasse. François chercha quelque chose à dire, une question, un mot tendre. Rien ne vint. « Je verrai ça demain avec elle. »« Si tu as le temps, bonne soirée. » Elle raccrocha. François fixa l'écran éteint. « Si tu as le temps. » Comme si ses propres filles étaient un rendez-vous optionnel dans son agenda surchargé. Le train arriva à Lyon-Part-Dieu à 22h10. François prit un taxi qui le déposa devant la maison familiale, une bâtisse du XVIIIe siècle rénovée dans le vieux Lyon rue Saint-Jean. Les façades ocre et rose se détachaient sous l'éclairage public. Les pavés brillaient d'humidité. Il leva les yeux vers les fenêtres du 2e étage. Tout était éteint. Élodie avait raison. Les filles dormaient. Il entra en silence, déposa sa valise dans l'entrée dallée de marbre noir et blanc. La maison sentait la cire d'abeille et le bois ancien. Tout était impeccable, rangé, froid. Aucun jouet ne traînait, aucun dessin d'enfant n'ornait les murs. C'était un musée, pas une maison de famille. Élodie apparut en haut de l'escalier vêtue d'une robe de chambre en soie crème. « Tu es là ?»« Oui. » Elle descendit lentement, ses pieds nus glissant sur les marches de pierre. À 38 ans, Élodie Moreau-Delorme était toujours d'une beauté glaciale. Cheveux châtains coupés au carré, pommettes hautes, yeux verts perçants. Issue d'une famille lyonnaise de vieille bourgeoisie, elle avait apporté dans leur mariage un réseau social précieux et une éducation stricte héritée de générations de conventions rigides. « Le dîner est au frigo si tu as faim. »« Merci. Les filles vont bien ?»« Je te l'ai dit au téléphone. Elles vont bien. » François sentit l'irritation monter. « Élodie, je suis leur père, je peux demander. » Et je t'ai répondu. Elle croisa les bras. « Tu veux quoi, François? Que je te raconte chaque minute de leur journée? Tu n'es jamais là. Tu appelles 10 minutes par jour. Tu ne sais même pas qu'elles ont changé d'institutrice le mois dernier. » Le coup porta. C'était vrai. François déglutit. « Je travaille pour vous, pour cette famille. Tu travailles pour toi. » Sa voix était sans émotion, juste fatiguée. « Bonne nuit. » Elle remonta l'escalier. François resta seul dans l'entrée, le poids de la culpabilité écrasant ses épaules. Il n'avait pas faim. Il monta à son tour, évita la chambre conjugale et se réfugia dans son bureau. Là au moins, il savait qui il était. Lyon, novembre 2024. Jour 2, matin. François se réveilla à 6 heures sur le canapé en cuir de son bureau. Son dos le faisait souffrir. Il prit une douche rapide, enfila un costume bleu marine et descendit à la cuisine. Madeleine, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis 4 ans, préparait déjà le petit déjeuner. « Monsieur François,
Quelle surprise de vous voir. Elle sourit chaleureusement, ses joues rondes se plissant. Madeleine avait 55 ans, des cheveux gris tirés en chignon et l'accent lyonnais bien marqué. Bonjour Madeleine. Les filles sont levées? Pas encore, monsieur. Madame Élodie les réveille à 7 heures. Vous voulez un café? Volontiers. Elle lui servit un grand bol de café au lait accompagné de tartines beurrées et de confitures de fraises maison. François s'assit à la table en chêne massif devant les portes-fenêtres donnant sur le jardin intérieur. Les feuilles des tilleuls jaunissaient. L'automne avançait. Comment vont-elles, Madeleine? Vraiment. La gouvernante hésita, tourna le dos pour essuyer le plan de travail. Elles sont des petites filles sages, monsieur. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Madeleine se retourna lentement. Son visage affichait une gêne évidente. Ce n'est pas ma place de... Madeleine, s'il vous plaît. Elle soupira, s'essuya les mains sur son tablier. Elles sont tendues, monsieur. Camille pleure souvent dans sa chambre. Chloé ne parle presque plus. Madame Élodie est très stricte avec elle, très dure. Mais ce sont juste des enfants, vous comprenez. Le café devint amer dans la bouche de François. Dure comment? Elle crie beaucoup, pour un rien. Si un jouet traîne, si elle parle trop fort, si elles oublient de dire merci. L'autre jour, Camille a renversé un verre d'eau et Madame l'a privée de dîner. Chloé a pleuré toute la soirée. J'ai donné un biscuit à Camille en cachette. Je sais que je n'aurais pas dû, mais... Sa voix se brisa. François sentit son sang se glacer. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Madame Élodie a dit que si je parlais, elle me renverrait. J'ai besoin de ce travail, monsieur. Ma fille est à l'université, mes parents sont âgés. Pardon de ne rien avoir dit. Il posa une main sur son bras. Ce n'est pas votre faute, Madeleine. Merci de me l'avoir dit maintenant. Des pas résonnèrent dans l'escalier. Élodie apparut, déjà habillée d'un tailleur beige impeccable. Tu es encore là? Ton rendez-vous n'est pas à 8 heures? Si, j'y vais. Je voulais voir les filles avant. Elles se préparent. Tu les verras ce soir si tu restes. Si tu restes. Toujours cette distance, cette froideur. François attrapa sa veste et sortit sans un mot de plus. Lyon, novembre 2024. Jour 2, après-midi. La réunion avec Bertrand Morel fut productive, mais interminable. François signa un accord de partenariat, serra des mains, sourit aux bonnes blagues. Mais son esprit était ailleurs. Les mots de Madeleine tournaient en boucle. Privé de dîner. Pleure dans sa chambre. Ne parle presque plus. À 16 heures, il quitta les bureaux de Morel Industries et décida de rentrer plus tôt. En chemin, une impulsion le saisit. L'école Sainte-Marie, où Camille et Chloé étaient scolarisées, n'était qu'à 10 minutes de là. Il pouvait passer les chercher lui-même, leur faire une surprise. Le ciel de Lyon s'assombrissait rapidement. Des nuages noirs s'amoncelaient au-dessus des toits. Quand François gara sa voiture devant l'école, les premières gouttes tombaient déjà. Il sortit, ouvrit son parapluie et attendit devant la grille. Les enfants commençaient à sortir, encadrés par les enseignantes. Des parents s'agglutinaient, ouvrant des parapluies colorés appelant leurs enfants. François cherchait du regard les cheveux blonds de ses filles. 10 minutes passèrent, puis 15. La pluie redoubla d'intensité, martelant le pavé ancien. L'institutrice sortit la dernière, verrouilla la porte. François s'approcha. « Excusez-moi, madame, je suis François Delorme, le père de Camille et Chloé. Elles ne sont pas sorties ?» La jeune femme le regarda avec surprise. « Monsieur Delorme ? Les jumelles sont parties il y a 20 minutes avec leur mère. » « Leur mère ? Vous êtes sûr ? » ?»« Oui, madame Delorme vient toujours les chercher. » Aujourd'hui, elle était un peu en retard, mais François la remercia et retourna à sa voiture, désorienté. Élodie avait dit qu'elle avait une réunion du club de bridge à 16 heures. Pourquoi avait-elle menti? Ou bien l'institutrice se trompait-elle? Il démarra, décidé à rentrer directement. Mais en tournant dans la rue Saint-Jean, il aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. Sous l'auvent d'une boulangerie fermée, 2 petites silhouettes recroquevillées. François freina brutalement. Son cœur cognait dans sa poitrine. Il sortit sous la pluie battante et courut vers elles. Camille et Chloé, ses filles, ses petites filles de 6 ans, assises par terre, serrées l'une contre l'autre, sans manteau, les cheveux trempés collés sur leurs visages pâles. Leurs uniformes scolaires, jupes bleues et chemises blanches, étaient mouillés, leurs jambes nues tremblaient. Elles levèrent les yeux vers lui. Pas de joie, pas de soulagement, juste de la peur.
Papa, murmura Camille, la voix brisée. François tomba à genoux devant elle, indifférent à la pluie qui le trempait. Qu'est-ce que vous faites là? Où est votre mère? Pourquoi vous êtes toute seule? Chloé se mit à pleurer silencieusement, agrippant la main de sa sœur. Camille baissa les yeux. Maman a dit qu'on devait rentrer à pied aujourd'hui. À pied? Mais il pleut, et c'est à 2 kilomètres. On a oublié de ranger nos affaires ce matin. C'est notre punition. François sentit quelque chose se déchirer en lui. Une rage froide, viscérale, monta dans sa gorge. Il retira sa veste et en couvrit les épaules de ses filles. « Venez, on rentre. » Il les porta toutes les deux jusqu'à la voiture, ignorant leurs faibles protestations. Une fois à l'intérieur, il monta le chauffage au maximum. Les jumelles grelottaient sur la banquette arrière, serrées l'une contre l'autre comme deux petits animaux apeurés. François démarra en silence. Ses mains tremblaient sur le volant. À un feu rouge, il se retourna. « Camille, Chloé, regardez-moi. » Elles levèrent leurs grands yeux bleus, identiques, remplis de larmes. « Personne, vous entendez? Personne n'a le droit de vous laisser sous la pluie. C'est compris ?» Chloé hocha la tête. Mais Camille chuchota, la voix étranglée. « Ne dis rien à maman, s'il te plaît. Elle va être encore plus en colère. » François eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Encore plus en colère. Les jumelles échangèrent un regard. Un regard que François connaissait bien, celui des enfants qui se comprennent sans mots, qui partagent un secret trop lourd. Puis elles baissèrent les yeux et ne dirent plus rien. Le reste du trajet se fit dans un silence assourdissant. Lyon, novembre 2024. Jour 2, soir. Quand François entra dans la maison, portant ses filles enveloppées dans sa veste, Élodie descendait l'escalier. Elle s'arrêta net en les voyant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» François posa les jumelles délicatement. « Allez vous changer, mes chéris. Mettez des vêtements secs. Je monte dans 5 minutes. » Elles s'enfuirent à l'étage comme des souris effarouchées. François se tourna vers Élodie, la mâchoire serrée. Pourquoi elles étaient sous la pluie seules, à 2 kilomètres de l'école? Élodie leva le menton avec défi. Elles devaient rentrer à pied. C'est leur punition. Leur punition? Elles ont 6 ans, Élodie. Il pleuvait des cordes. Elles doivent apprendre la responsabilité. Ce matin, leur chambre était un champ de bataille. Je leur ai dit 10 fois de ranger. Elles n'écoutent jamais. Alors tu les laisses se faire tremper et geler? Ne dramatise pas, elles ne seraient pas mortes. François sentit la colère exploser. Tu es sérieuse? Tu entends ce que tu dis? Ce sont nos filles. Justement. Et tu ne sais rien d'elles parce que tu n'es jamais là. La voix d'Élodie monta, vibrante de rage contenue. Tu crois que c'est facile de les élever seules? Tu crois qu'elles sont des petites anges? Elles sont têtues, capricieuses, désobéissantes. Il faut de la discipline. De la discipline, oui, pas de la cruauté. Cruauté? Élodie rit amèrement. Ton problème, François, c'est que tu veux être aimé sans faire les efforts. Tu arrives, tu joues au papa gentil pendant 2 heures, et tu repars. C'est moi qui gère les crises, les devoirs, les colères. C'est moi qui construis leur éducation. En les terrorisant, le mot resta suspendu entre eux, lourd, irréversible. Élodie blêmit. Sors d'ici. C'est ma maison. Alors reste, mais ne te mêle pas de l'éducation de mes filles. Tu n'as pas gagné ce droit. Elle monta l'escalier, claquant la porte de leur chambre. François resta seul dans l'entrée, tremblant de colère et de culpabilité mêlées. Mes filles. Elle avait dit mes filles, pas nos filles. Il grimpa à l'étage, frappa doucement à la porte de la chambre des jumelles. C'est papa. Je peux entrer? Un faible oui lui répondit. Il ouvrit. La chambre était immaculée, comme toujours. Mur blanc, lits jumeaux au drap rose parfaitement tiré, étagère où les livres s'alignaient par ordre de taille. Aucune personnalité, aucune vie. Camille et Chloé étaient assises côte à côte sur le lit de gauche, en pyjama identique, les cheveux encore humides. Elles semblaient minuscules. François s'assit au bord du lit. « Vous allez bien ?» Elles hochèrent la tête en même temps. François sourit tristement face à cette synchronisation parfaite, cette complicité jumelle qui les unissait depuis la naissance. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. C'est pas ta faute, papa, » murmura Camille. « Si. J'aurais dû être là plus souvent. J'aurais dû faire attention. » Chloé joua nerveusement avec l'ourlet de son pyjama. « Maman dit que tu es très occupée, que tu as des choses plus importantes que nous. » Le cœur de François se serra douloureusement. « Ce n'est pas vrai, rien n'est plus important que vous, rien. Alors pourquoi tu pars tout le temps ?» La question tomba, simple,
dévastatrice. François n'avait pas de réponse satisfaisante. Parce que je travaille? Parce que j'ai des responsabilités? Parce que j'ai fui sans m'en rendre compte? Parce que j'ai fait une erreur, une grosse erreur, mais je vais la réparer. D'accord? Camille le regarda avec ses grands yeux bleus si sérieux. Tu promets? Je promets. Promis de promis? Avec le petit doigt? François tendit ses petits doigts. Les jumelles accrochèrent les leurs, un rituel qu'il avait instauré quand elles étaient bébés. Promis de promis avec le petit doigt, c'est un serment qui dure pour toujours. Promis de promis, répéta-t-il, la gorge nouée. Chloé se pencha soudain et chuchota à son oreille, si bas qu'il faillit ne pas entendre. « Papa, maman nous fait peur. » François se figea. « Comment ça ?» Mais Camille donna un coup de coude à sa sœur, les yeux écarquillés. Chloé se tut aussitôt, mordant sa lèvre inférieure. « Les filles, si quelque chose ne va pas, vous devez me le dire. »« Tout va bien, » dit Camille trop vite. « On est juste fatigués. » François savait qu'elle mentait, mais il ne voulait pas les brusquer. « D'accord, dormez bien. Je serai là demain matin. » Il les embrassa sur le front, éteignit la lumière et sortit. Dans le couloir, il s'adossa au mur, fermant les yeux. « Maman nous fait peur. » 4 mots. 4 mots qui venaient de fissurer son monde. Lyon, novembre 2024. Jour 3, matin. François ne dormit presque pas cette nuit-là. À l'aube, il appela Margot. « Annulez mes rendez-vous de la semaine, tous. »« Tous ? Mais monsieur, vous avez la présentation devant le conseil d'administration jeudi et vendredi. »« Margot, j'ai dit tous. Délégué à Arnaud. C'est urgent. » Un silence surpris. « Très bien, monsieur. Tout va bien ? » « Non. Mais ça va s'arranger. » Il raccrocha et descendit à la cuisine. Madeleine préparait le petit déjeuner. Elle leva les yeux, vit son expression et comprit immédiatement. « Vous savez maintenant. Je commence à savoir. » François s'assit lourdement. « Madeleine, racontez-moi tout, depuis le début. » Elle soupira, s'essuya les mains et s'assit en face de lui. « Ça a commencé il y a environ 1 an. Madame Élodie était déjà stricte, mais ça s'est aggravé. Elle crie pour tout. Les filles marchent sur des œufs. Elles n'osent plus jouer, plus rire. L'autre mois, Chloé a dessiné sur une feuille de brouillon qui était en fait un document important de madame. Elle l'a enfermée dans sa chambre pendant 2 jours. Camille pleurait tellement que j'ai dû la consoler en cachette. 2 jours? Oui, monsieur. Avec juste de l'eau et du pain. Madame disait que c'était pour lui apprendre. François sentit la nausée monter. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police, les services sociaux? Madame Élodie m'a menacé. Elle a dit qu'elle dirait que c'était moi qui maltraitais les petites, qu'elle avait des relations, des avocats. J'ai eu peur. Je suis désolé, monsieur, tellement désolé. Ce n'est pas votre faute. François se leva brusquement. Où est Élodie? Elle est partie courir au parc. Elle revient vers 9 heures. Parfait. François monta directement à la chambre des jumelles et frappa. Elles étaient déjà réveillées, assises sur le lit, en train de chuchoter. Quand il entra, elles se turent immédiatement. « Les filles, je vais vous poser une question, et je veux que vous soyez honnêtes avec moi. D'accord ?» Elles se regardèrent, puis hochèrent la tête. « Est-ce que maman vous fait du mal ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Camille tortilla ses doigts. Chloé baissa les yeux. « Elle ne nous tape pas, » dit finalement Camille d'une petite voix. « Mais elle dit des choses méchantes, que personne nous aime, que papa ne reviendra plus un jour, que si on désobéit, elle nous enverra loin. Elle nous punit souvent. On n'a pas le droit de jouer. On doit toujours ranger. Si on fait du bruit, elle ferme la porte et on reste seul longtemps. » Chloé se mit à pleurer silencieusement. « J'ai peur, papa. J'ai peur tout le temps. » François les prit dans ses bras, serrant fort ses 2 petits corps tremblants. « Je suis là maintenant. Je vous protège. Plus personne ne vous fera peur. Je vous le promets. » Camille sanglota contre son épaule. « Tu vas repartir à Paris ? » ?»« Non. Je reste ici. Avec vous. » Lyon, novembre 2024. Jour 3, midi. Quand Élodie revint de son jogging, François l'attendait dans le salon. Elle s'arrêta net en le voyant, sentant immédiatement que quelque chose avait changé. « Tu devrais être au bureau. »« J'ai annulé. Il faut qu'on parle. »« Je n'ai rien à te dire. »« Hein, moi si. » François se leva, croisant les bras. « J'ai parlé avec les filles. Et avec Madeleine. Je sais ce que tu leur fais. » Le visage d'Élodie se durcit. « Ce que je leur fais ?
J'élève mes filles du mieux que je peux. En les enfermant, en les privant de nourriture, en les terrorisant. C'est de la discipline, quelque chose que tu ne comprends manifestement pas. Non, Élodie, c'est de la maltraitance. Elle rit, un rire glacial. Maltraitance. Tu es ridicule. Mes parents m'ont élevé de la même façon et je m'en porte très bien. Ces filles sont gâtées, manipulatrices. Elles te racontent des histoires pour que tu me détestes. Elles ont 6 ans. Et alors? Ça ne les empêche pas de mentir. François sentit quelque chose se briser définitivement entre eux. Il voyait enfin cette femme pour ce qu'elle était, froide, contrôlante, incapable d'amour véritable. Je vais consulter un avocat pour revoir la garde. Élodie pâlit légèrement mais se ressaisit vite. Tu n'obtiendras rien, je suis leur mère. J'ai sacrifié ma carrière pour elle. Toi, tu es un père absent qui débarque une fois par mois. Aucun juge ne te donnera la garde. On verra. Essaye seulement, François. Essaie et je te détruirai. Je raconterai que tu es violent, instable, que tu manipules les enfants. J'ai des amis dans la magistrature. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Toi non plus. Il sortit du salon, monta à l'étage et frappa à la porte de Madeleine. Préparez les affaires des filles. On part quelques jours. Où, monsieur? À l'hôtel, loin d'ici. Élodie monta à toute vitesse, bloquant le couloir. Tu n'emmènes personne. Ce sont mes filles. Ce sont nos filles. Et je les protège. Je vais appeler la police. Appelle. Je leur expliquerai pourquoi mes filles ont peur de leur propre mère. Élodie le fixa, tremblante de rage impuissante. Puis elle tourna les talons et claqua la porte de sa chambre. 30 minutes plus tard, François quittait la maison avec Camille, Chloé et Madeleine, direction un hôtel du centre-ville. Dans la voiture, les jumelles se serrèrent contre lui, silencieuses, mais apaisées. Pour la première fois depuis longtemps, François sentit qu'il faisait enfin ce qu'il aurait toujours dû faire, être un père. L'hôtel Renaissance, situé près de la place Bellecour, offrait une vue apaisante sur la Saône. François avait réservé 2 chambres communicantes au 5e étage. Camille et Chloé exploraient timidement leur chambre, touchant les oreillers moelleux, s'émerveillant devant la télévision. Elles souriaient, mais leurs sourires étaient fragiles, comme si elles craignaient qu'un cri ne vienne les briser. Madeleine avait pris la chambre voisine. François, lui, ne dormait presque pas. Il passait ses nuits à chercher des avocats spécialisés en droit familial, à lire des articles sur la garde parentale, à prendre des notes fébriles. À 42 ans, cet homme, habitué à négocier des contrats de millions d'euros, se sentait démuni face à un système judiciaire qu'il ne maîtrisait pas. Le matin du 4e jour, il appela Maître Rachel Aubert, une avocate réputée dont le cabinet se trouvait rue de la République. Son assistante le fit patienter, puis une voix ferme et claire résonna dans le combiné. « Monsieur Delorme ?» Rachel Aubert. « Expliquez-moi votre situation. » François raconta tout, la découverte sous la pluie, les confidences de Madeleine, les menaces d'Élodie, la peur palpable de ses filles. Il parla pendant 20 minutes, sans interruption. Quand il se tut, un silence pensif suivit. « Monsieur Delorme, ce que vous décrivez relève potentiellement de violences psychologiques. Cependant, la justice française protège fortement le lien maternel. Il nous faudra des preuves solides. » Quelles preuves? Témoignages, certificats médicaux, évaluation psychologique des enfants. Et il faudra agir vite. Votre épouse peut porter plainte pour enlèvement d'enfants. Vous avez quitté le domicile conjugal avec vos filles sans accord maternel. François sentit son estomac se nouer. Alors je fais quoi? Je les ramène? Non, vous demandez immédiatement une ordonnance de protection provisoire et vous déposez une requête en urgence pour modification de la garde. Je peux vous recevoir demain matin, 9 h. Apportez tout ce que vous avez. Photos, messages, témoignages. Je serai là. Lyon, novembre 2024. Jour 5. Le cabinet de Maître Aubert était sobre et lumineux. Des bibliothèques juridiques tapissèrent les murs. Rachel Aubert elle-même avait la 50aine. Des cheveux courts gris acier et un regard perçant qui inspirait immédiatement confiance. Elle serra la main de François avec fermeté. « Asseyez-vous. »« Alors, ces preuves ?» François sortit son téléphone. « J'ai les témoignages de Madeleine, la gouvernante. Je les ai enregistrés avec son accord. » « Bien. Ensuite, les messages d'Élodie où elle parle de discipline nécessaire. Des photos des filles prises le soir où je les ai trouvées sous la pluie, on voit qu'elles sont trempées, sans manteau.
Rachel examina tout attentivement, prenant des notes. C'est un début, mais il nous faut plus. Les enfants doivent être évalués par une psychologue spécialisée. Leurs témoignages sont cruciaux. Elles ont 6 ans. Est-ce qu'un juge les écoutera vraiment? Oui, si l'évaluation est faite correctement. Je vais vous recommander la docteure Isabelle Marchand, psychologue clinicienne. Elle travaille souvent avec le tribunal pour affaires familiales. Son rapport aura du poids. François acquiesça, le cœur battant. Combien de temps ça va prendre? Plusieurs semaines, peut-être des mois. La justice ne se précipite pas, surtout dans les affaires de garde. Mais en attendant, nous allons demander une audience en référé pour obtenir la garde provisoire. Et si on ne l'obtient pas? Rachel le regarda droit dans les yeux. Alors vos filles retourneront chez leur mère. C'est pourquoi il faut bâtir un dossier en béton. Lyon, novembre 2024. Jour 7. La docteure Isabelle Marchand reçut Camille et Chloé dans son cabinet lumineux, décoré de dessins d'enfants et de peluches. C'était une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux châtains bouclés et au sourire chaleureux. François resta en salle d'attente, nerveux, pendant que la psychologue s'entretenait séparément avec chaque jumelle. 1 heure plus tard, elle le fit entrer dans son bureau. Son visage était grave. « Monsieur Delorme, vos filles présentent des signes évidents de stress post-traumatique. Anxiété généralisée, troubles du sommeil, hypervigilance. Camille a fait un dessin qui m'a particulièrement alarmé. » Elle sortit une feuille. François sentit sa gorge se serrer. C'était un dessin d'enfant, avec ses traits maladroits, mais le message était clair. Une grande silhouette noire avec une bouche rouge ouverte et 2 petites filles recroquevillées dans un coin. Quand je lui ai demandé qui c'était, elle a dit « Maman » quand elle est en colère. Chloé, de son côté, m'a confié qu'elle faisait souvent des cauchemars où quelqu'un la poursuit. Ses enfants vivent dans la peur. François ferma les yeux. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Je vais rédiger un rapport détaillé pour le juge. Mais je vous préviens, monsieur, vos filles ont besoin d'un suivi psychologique intensif. Les dégâts sont profonds. Plus elles resteront dans cet environnement toxique, plus ce sera difficile de les réparer. Elles ne retourneront pas chez leur mère. Je ferai tout pour ça. Alors battez-vous, parce que le système judiciaire ne facilite pas toujours les choses. Lyon, novembre 2024. Jour 10. Élodie ne resta pas passive. Le 10e jour, un huissier se présenta à l'hôtel et remit à François une assignation. Élodie portait plainte pour soustraction d'enfants au domicile conjugal sans consentement maternel et demandait le retour immédiat de Camille et Chloé. François appela immédiatement Maître Aubert. « Elle m'attaque. Calmez-vous. J'ai anticipé. Nous avons déjà déposé notre requête en référé avec le rapport de la docteure Marchand. L'audience est dans 3 jours. En attendant, ne cédez pas. Ne ramenez pas les filles. Et si la police débarque, ils ne le feront pas sans décision judiciaire. Tenez bon. » Les 3 jours suivants furent un cauchemar. Élodie envoyait des messages cinglants, alternant menaces et accusations. « Tu es un lâche. Tu retournes nos filles contre moi, tu vas le payer cher. Les filles me réclament. Tu leur fais du mal en les gardant loin de leur mère. » François ne répondait pas, mais chaque message était une lame. Au 8e jour, quelque chose d'inattendu arriva. François reçut un appel d'un numéro inconnu. « Monsieur Delorme, je m'appelle Sophie Moreau, je suis la sœur d'Élodie. » François se figea. Élodie ne parlait jamais de sa sœur. Il savait vaguement qu'elles étaient fâchées depuis des années, mais rien de plus. « Madame Moreau, appelez-moi Sophie. J'ai appris ce qui se passe. Par un ami commun. Je pense que vous devez savoir certaines choses sur ma sœur. Pouvons-nous nous voir ?» Lyon, novembre 2024. Jour 11. Ils se retrouvèrent dans un café discret du quartier de la Croix-Rousse. Sophie Moreau avait 40 ans, des traits qui rappelaient Élodie, mais un regard plus doux, plus triste. Elle commanda un thé et attendit que François s'installe. « Merci d'être venu. Je sais que c'est étrange. Pourquoi vous ne parlez plus, Élodie et vous ?» Sophie soupira longuement. « Parce qu'Élodie a essayé de détruire ma vie. » François se pencha en avant. « Comment ça ? Nous avons grandi dans une famille très stricte. Nos parents étaient de la vieille bourgeoisie lyonnaise, vous savez, avec toutes les conventions rigides. Élodie était la préférée. Parfaite, obéissante, brillante. Moi, j'étais la rebelle. À 20 ans, je suis tombée enceinte. Mon copain m'a quittée. Mes parents m'ont chassée. Et Élodie ? Élodie a contacté les services sociaux et a essayé de faire retirer la garde de ma fille, en prétendant que j'étais inapte.
Elle a monté un dossier entier contre moi, avec des mensonges, des manipulations. Heureusement, ma fille avait déjà 2 ans, et les services ont vu que j'étais une bonne mère. Mais le mal était fait. Je ne lui ai plus jamais parlé. François sentit son sang se glacer. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'Élodie ne supporte pas ce qui échappe à son contrôle. Pour elle, j'avais sali le nom de la famille. Ma fille était une honte. Elle voulait effacer le problème. Sophie but une gorgée de thé, les mains tremblantes. Quand j'ai appris ce qui se passe avec vos filles, j'ai tout de suite reconnu le schéma. Élodie reproduit ce que nos parents nous ont fait. L'autoritarisme, les punitions humiliantes, le contrôle total. Sauf que c'est pire parce qu'elle est intelligente. Elle sait comment ne pas laisser de traces physiques. Vous accepteriez de témoigner devant un juge? Sophie hésita, puis hocha la tête. Oui, pour vos filles. Personne n'a protégé Élodie et moi quand nous étions petites. Peut-être que je peux éviter que l'histoire se répète. Lyon, novembre 2024. Jour 13. Tribunal de grande instance. La salle d'audience était froide, impersonnelle. François était assis aux côtés de Maître Aubert, les mains moites. De l'autre côté, Élodie se tenait droite, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, accompagnée de son avocat, Maître Bertrand Lacroix, un homme d'une 60aine d'années, à la réputation redoutable. Le juge aux affaires familiales, Madame Hélène Dupré, entra. C'était une femme sévère d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon. Elle s'assit, ajusta ses lunettes et ouvrit le dossier. Nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur la requête en référé déposée par Monsieur François Delorme concernant la garde provisoire de ses filles mineures, Camille et Chloé Delorme, âgées de 6 ans. Maître Aubert, vous avez la parole. Rachel se leva, calme et posée. Madame la juge, mon client a découvert il y a 2 semaines que ses filles subissaient des violences psychologiques répétées de la part de leur mère, Madame Élodie Delorme. Nous avons apporté des preuves substantielles. Elle déposa le rapport de la docteure Marchand, les témoignages de Madeleine, les photos des jumelles sous la pluie, les messages d'Élodie. Maître Lacroix se leva immédiatement. Madame la juge, ces accusations sont scandaleuses et infondées. Madame Delorme est une mère aimante et dévouée qui a sacrifié sa carrière pour élever ses filles. Monsieur Delorme, en revanche, est un père absent qui passe l'essentiel de son temps à Paris et ne connaît rien à l'éducation de ses enfants. Élodie intervint d'une voix posée, presque suppliante. « Madame la juge, je suis effondrée par ces accusations. J'aime mes filles, plus que tout. François a toujours été distant. Il culpabilise maintenant et il essaie de se racheter en me diabolisant. C'est moi qui les emmène à l'école, qui soigne leurs bobos, qui reste éveillé la nuit quand elles font des cauchemars. Et maintenant, il les retient loin de moi. Elles doivent être terrifiées. » François sentit la rage monter, mais Maître Aubert posa une main apaisante sur son bras. « Madame la juge, permettez-moi de faire intervenir un témoin essentiel, » dit Rachel. « Madame Sophie Moreau, sœur de Madame Delorme. » Élodie devint livide. « Quoi? Non! Elle n'a rien à voir avec... » « Silence, » coupa le juge. « Faites entrer le témoin. » Sophie entra, pâle mais déterminée. Elle prêta serment et s'assit. Rachel l'interrogea avec douceur. « Madame Moreau, pouvez-vous nous parler de votre relation avec votre sœur ?» Sophie raconta tout. L'enfance stricte, la tentative d'Élodie de lui retirer la garde de sa fille, les manipulations, le contrôle. Sa voix tremblait, mais elle ne flancha pas. « Ma sœur est malade. Elle ne sait pas aimer sans contrôler. Elle voit les enfants comme des objets à modeler, pas comme des êtres humains. Je ne lui ai pas parlé depuis 15 ans. Mais quand j'ai appris ce qui se passait avec ses filles, j'ai su que je devais parler. » Élodie explosa. « Tu mens parce que tu m'en veux. Tu as toujours été jalouse de moi. » Silence. Le juge frappa du marteau. « Madame Delorme, contrôlez-vous ou je vous fais évacuer. » Élodie se tut, tremblante de rage. Maître Aubert reprit. « Madame la juge, nous demandons également que les enfants soient entendus. » Le juge hésita. « Elles ont 6 ans. C'est très jeune. Justement, elles sont vulnérables et elles ont le droit d'exprimer leurs ressentis. Très bien. Je les recevrai en chambre du conseil sans les parents. L'audience est suspendue. Lyon, novembre 2024. Jour 13, après-midi. François attendit dans un couloir du tribunal, le cœur battant. Camille et Chloé étaient avec le juge depuis 30 minutes. Que disaient-elles? Avaient-elles peur? Allaient-elles être capables de parler? Quand elles sortirent,
accompagnée d'une assistante sociale. Elles étaient pâles. Camille avait les yeux rouges. François les prit dans ses bras. « Ça va, mes chéris ?» Camille hocha la tête. « On a dit la vérité, papa, comme tu nous as demandé. » Lyon, novembre 2024, jour 13, fin d'après-midi. L'audience reprit. Le juge Dupré affichait un visage indéchiffrable. J'ai entendu les enfants. Leurs témoignages sont troublants. Elles ont exprimé de la peur vis-à-vis de leur mère et un sentiment de sécurité auprès de leur père. Cependant, je dois également considérer que M. Delorme a été absent durant une grande partie de leur vie. François sentit son cœur se serrer. Néanmoins, au vu des éléments apportés, le rapport psychologique, les témoignages convergents et surtout les déclarations des enfants elles-mêmes, je ne peux ignorer les signes de violence psychologique. Élodie se leva brusquement. « C'est une mascarade. »« Madame, asseyez-vous. » Élodie se rassit, les poings serrés. « En conséquence, j'ordonne à titre provisoire la garde des enfants à M. Delorme, avec obligation de suivi psychologique pour les jumelles. Madame Delorme aura un droit de visite médiatisé tous les 15 jours, dans un point rencontre, jusqu'à l'audience au fond qui aura lieu dans 3 mois. De plus, Madame Delorme devra suivre un suivi psychiatrique obligatoire. » Le marteau frappa. L'audience est levée. François resta figé une seconde, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Puis Rachel lui serra l'épaule. « Vous avez gagné, pour l'instant. » Élodie quitta la salle en trombe, le visage déformé par la rage. Maître Lacroix la suivit, l'air sombre. François sortit et retrouva Camille et Chloé qui l'attendaient avec Madeleine. Il les prit toutes les deux dans ses bras et les serra fort. « On rentre à la maison. »« Laquelle ?» demanda Chloé d'une petite voix. « Notre nouvelle maison. On va en trouver une rien qu'à nous. » Lyon, novembre 2024. Jour 15. 2 jours après l'audience, François signa le bail d'une maison lumineuse dans le quartier de Gerland avec un petit jardin. 3 chambres, une cuisine ouverte, des murs blancs à décorer. Il demanda à Camille et Chloé de choisir les couleurs de leur chambre. Elles optèrent pour du rose pâle et du bleu ciel. « Vraiment ? On peut choisir nous-mêmes » demanda Camille, incrédule. « Vraiment, c'est votre chambre. » Madeleine accepta de continuer à travailler pour eux. François réorganisa entièrement sa vie professionnelle. Il créa un bureau à domicile, délégua une partie de ses responsabilités à Arnaud, son bras droit à Paris, et limita drastiquement ses déplacements. Les premiers jours furent étranges. Les jumelles marchaient encore sur la pointe des pieds, chuchotaient au lieu de parler normalement, rangeaient obsessionnellement leurs affaires. François comprit que les blessures mettraient du temps à guérir. La docteure Marchand leur recommanda la docteure Claire Fontaine, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes de l'enfance. Camille et Chloé commencèrent des séances de thérapie ludique 2 fois par semaine. Un soir, 3 semaines après leur emménagement, François préparait le dîner, des pâtes carbonara, la recette qu'il avait apprise de sa grand-mère, quand Chloé entra dans la cuisine. « Papa ? » ?»« Oui, ma puce ? Je peux laisser ma poupée sur le canapé ?» François se retourna surpris. « Bien sûr, pourquoi tu demandes ? Maman disait qu'on ne devait jamais laisser nos affaires dehors, que c'était sale. » François s'agenouilla à sa hauteur. « Chloé, écoute-moi bien, cette maison est la tienne. Tu peux laisser tes jouets où tu veux. Tu peux jouer, rire, courir, tu n'as plus à avoir peur, d'accord ?» Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. « D'accord, papa. » Elle repartit en courant. 2 minutes plus tard, des rires d'enfants résonnèrent dans le salon. François ferma les yeux, submergé par l'émotion. C'était la première fois qu'il entendait ses filles rire sans retenue. Lyon, décembre 2024. Jour 30. Le premier droit de visite médiatisé eut lieu dans un point rencontre situé rue Paul Bert. François accompagna les jumelles, qui étaient visiblement tendues. Élodie arrivait avec 15 minutes de retard, vêtue d'un manteau en cachemire noir. Son visage était fermé. La médiatrice, Madame Rosier, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, s'assit légèrement en retrait. « Bonjour, Madame Delorme. Vous disposez d'1 heure avec vos filles. » Élodie s'assit sur le canapé. Camille et Chloé restèrent debout, main dans la main. « Alors, vous ne venez même pas embrasser votre mère ?» Elles s'approchèrent lentement et l'embrassèrent du bout des lèvres. Élodie les serra contre elle, mais elles restèrent raides. « Vous me manquez tellement. Cette maison est vide sans vous. » Camille baissa les yeux. Chloé se mordait la lèvre. « Pourquoi vous ne dites rien? Vous êtes fâchée contre maman ?»« Non, » murmura Camille. « Alors quoi? Votre père vous a monté contre moi ?»
La médiatrice intervint doucement. « Madame Delorme, évitez les questions culpabilisantes. Demandez-leur plutôt comment elles vont. » Élodie serra les mâchoires. « Comment allez-vous, les filles ?»« Bien, » dit Chloé. « Vous êtes heureuses sans moi, c'est ça ?» Les jumelles ne répondirent pas. L'heure s'écoula dans une tension palpable. Quand ce fut terminé, Camille et Chloé repartirent avec soulagement. Dans la voiture, Camille demanda « Papa, on sera obligé de retourner vivre avec maman ?»« Non, je te le promets. » Mais au fond de lui, François savait que la bataille n'était pas terminée. L'audience, au fond, aurait lieu en février. Et Élodie ne renoncerait jamais. Lyon, décembre 2024. Jour 40. Rachel Aubert convoqua François dans son cabinet. Elle avait une expression grave. Maître Lacroix a déposé un contre-dossier. Élodie prétend que vous manipulez psychologiquement les enfants, que vous les montez contre elle. Elle demande une expertise psychiatrique vous concernant. François sentit la colère exploser. Quoi, c'est ridicule? Je sais, mais c'est une tactique classique. Retournez les accusations. Le juge va probablement ordonner une contre-expertise. Vous devrez voir un psychiatre. Parfait, je n'ai rien à cacher. Bien. En attendant, continuez ce que vous faites. Soyez un bon père, documentez tout. Les progrès des filles en thérapie, leurs résultats de scolaire, leur épanouissement. On en aura besoin. Lyon, janvier 2025. Jour 60. 2 mois après leur installation, Camille et Chloé étaient méconnaissables. Elles parlèrent plus fort, riaient plus souvent, osaient dire non quand elles n'avaient pas envie de quelque chose. Leur nouvelle école, Sainte-Thérèse, était chaleureuse et bienveillante. Les instituteurs notèrent des progrès remarquables. François avait passé l'expertise psychiatrique. Le docteur Gilles Moreau avait conclu que François ne présentait aucun trouble et qu'il était un père investi, conscient de ses erreurs passées et sincèrement déterminé à réparer ses manquements. De son côté, l'expertise psychiatrique d'Élodie révélait des traits de personnalité narcissique avec tendance contrôlante et recommandait un suivi thérapeutique approfondi. Mais Élodie refusait de se remettre en question. Lors du 2e droit de visite, elle avait tenté de faire sortir les jumelles du point rencontre sans autorisation. La médiatrice avait dû intervenir fermement. Les visites furent suspendues temporairement. Un soir, alors que François bordait Camille, celle-ci lui demanda « Papa, est-ce que maman va guérir ?» François caressa ses cheveux blonds. « Je ne sais pas, ma chérie. J'espère. Mais même si elle ne guérit pas, tu seras en sécurité. Je te le promets. Et si le juge décide qu'on doit retourner chez elle, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, François la regarda dans les yeux. Alors je me battrai, encore et encore, jusqu'à ce que tu sois en sécurité. Camille se blottit contre lui. Merci, papa. Lyon, février 2025, jour 90, tribunal de grande instance. L'audience au fond se tenait dans la même salle, mais l'atmosphère était plus lourde. C'était la décision finale. Le juge Dupré examina les nouveaux rapports. L'expertise de François, celle d'Élodie, les comptes rendus de la docteure Fontaine sur les progrès thérapeutiques des jumelles, les rapports scolaires. Maître Aubert plaida avec force. Madame la juge, en 3 mois, ces enfants ont retrouvé une vie normale. Elles rient, jouent, réussissent à l'école. Tous les professionnels convergent. Les retirer de ce cadre protecteur pour les renvoyer chez leur mère serait catastrophique pour leur développement. Maître Lacroix répliqua. Madame la juge, Madame Delorme a fait des efforts considérables. Elle suit une thérapie, elle a reconnu certaines erreurs. Séparer définitivement une mère de ses filles est une décision extrême qui marquera ses enfants à vie. Madame Delorme a le droit à une seconde chance. Élodie prit la parole, la voix tremblante. Madame la juge, je reconnais que j'ai été trop stricte. J'ai été élevée ainsi et je reproduisais ce schéma sans m'en rendre compte. Mais j'aime mes filles. Je les aime plus que tout. Je fais une thérapie, je travaille sur moi-même. Donnez-moi une chance de leur prouver que je peux changer. Des larmes coulaient sur ses joues. François se demanda si elles étaient sincères ou calculées. Le juge demanda à voir Camille et Chloé à nouveau. Elles entrèrent main dans la main, moins effrayées qu'en novembre, mais encore intimidées. Après 30 minutes, elles ressortirent. Camille chuchota à François. « On a dit qu'on voulait rester avec toi. » L'audience reprit. Le juge Dupré prit une longue inspiration. « Cette affaire m'a profondément touché. J'ai rarement vu des enfants aussi jeunes porter un tel fardeau émotionnel. » Après examen attentif de tous les éléments, après audition des enfants,
Et au regard de l'intérêt supérieur de Camille et Chloé, je statue comme suit, le silence était assourdissant. La garde principale est confiée à Monsieur François Delorme. Madame Élodie Delorme bénéficiera d'un droit de visite progressif. Visite médiatisée pendant 6 mois, puis visite libre si l'évolution est positive, sous réserve de poursuivre son suivi thérapeutique et sous contrôle régulier du juge aux affaires familiales. Élodie s'effondra en larmes. Son avocat la soutint. François ferma les yeux, submergé par un mélange de soulagement, de tristesse et d'épuisement. L'audience est levée. Lyon, février 2025, soir du jour 90. François rentra à la maison de Gerland avec Camille et Chloé. Dans le jardin, les premiers bourgeons apparaissaient un sur les arbres. Le printemps approchait. « Alors, on reste avec toi pour toujours ?» demanda Chloé. « Oui, ma puce, pour toujours. » Les jumelles se regardèrent, et pour la première fois depuis des mois, elles sourirent vraiment. Pas un sourire fragile, hésitant. Un vrai sourire d'enfant heureux. Ce soir-là, François prépara leur plat préféré, des crêpes au Nutella. Ils mangèrent en riant, en se racontant des histoires, en faisant des projets. Camille voulait faire de la danse. Chloé voulait apprendre le piano. « On fera tout ce que vous voulez », promit François. Avant de s'endormir, Camille demanda « Papa, tu es heureux ?» François réfléchit. Il avait perdu une partie de sa carrière, son mariage, sa vie d'avant. Mais il avait retrouvé ses filles. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait entier. « Oui, ma chérie, je suis heureux. » Le printemps éclatait dans le jardin de Gerland. Les cerisiers déployaient leurs pétales blancs comme des confettis naturels, et l'air sentait la terre humide et les bourgeons frais. François observait Camille et Chloé jouer dans le bac à sable qu'il avait installé le week-end précédent. Elles construisaient un château avec une concentration intense, discutant architecture et pont-levis avec un sérieux comique. 7 ans maintenant. Elles avaient fêté leur anniversaire en février. Une petite fête à la maison avec 4 camarades de classe, des ballons roses et violets, un gâteau licorne que François avait tenté et raté de faire lui-même. Finalement, Madeleine avait sauvé la situation avec un magnifique gâteau de chez Sèvres, la meilleure pâtisserie du quartier. Les jumelles avaient ri jusqu'aux larmes devant la créature informe couverte de glaçage que François avait créée. « C'est un blob, papa !» qu'avait crié Chloé entre 2 fous rires. « Non, c'est un monstre des marais !» avait corrigé Camille. François avait ri avec elle, acceptant sa défaite culinaire avec grâce. Ces moments simples, ces rires spontanés, valaient tous les gâteaux parfaits du monde. Mais derrière cette apparente sérénité, François portait un poids invisible. La culpabilité le rongeait encore certaines nuits. Si j'avais été plus présent dès le début, si j'avais remarqué les signes plus tôt, si j'avais écouté. La docteure Claire Fontaine, la thérapeute des jumelles, l'avait convoqué 3 semaines plus tôt. « Monsieur Delorme, vos filles progressent remarquablement. Leur anxiété diminue. Elles expriment mieux leurs émotions. Elles osent dire non. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. » François s'est étendu. « Quoi ?» Elles sentent votre culpabilité. Elles perçoivent que vous vous punissez intérieurement. Et cela les inquiète. Camille m'a confié qu'elle a peur que vous partiez un jour parce que vous êtes trop triste à cause d'elle. Le cœur de François s'était serré douloureusement. Mais ce n'est pas à cause d'elle. Je sais, mais elles sont enfants. Elles ne font pas la distinction. Elles pensent être la source de votre tristesse. Claire s'était penchée en avant. Monsieur Delorme, pour que vos filles guérissent complètement, vous devez guérir aussi. Je vous recommande fortement d'entamer votre propre thérapie. François avait hésité. Il n'avait jamais consulté de psychologue. C'était pour les autres, pas pour lui. Mais le regard inquiet de Camille ce matin-là, quand elle l'avait trouvé immobile devant la fenêtre à 6 heures du matin, l'avait décidé. Il avait pris rendez-vous avec le docteur Marc Sevrin, psychologue spécialisé dans les traumatismes familiaux. Lyon, mars 2025. Cabinet du docteur Sevrin. Le cabinet était chaleureux, avec des murs couleur crème et des plantes vertes un peu partout. Le docteur Sevrin avait la 60aine, une barbe grise bien taillée et un regard d'une douceur désarmante. Il invita François à s'asseoir dans un fauteuil confortable. « Alors, monsieur Delorme, qu'est-ce qui vous amène ?» François raconta tout. L'absence, la découverte, la bataille judiciaire, les nuits blanches. Quand il évoqua le moment où il avait trouvé ses filles sous la pluie, sa voix se brisa. « Je les ai abandonnées. Pendant 6 ans,
Je les ai abandonnés à une femme qui les détruisait à petit feu. Quel genre de père fait ça? Un père humain. La voix du docteur était douce mais ferme. François, vous avez fait des erreurs. Vous avez été absent, c'est vrai. Mais quand vous avez découvert la vérité, qu'avez-vous fait? Je me suis battu. Exactement. Beaucoup de parents auraient fermé les yeux, rationalisé, minimisé. Vous avez agi. Vous avez tout chamboulé dans votre vie pour protéger vos filles. Vous avez quitté Paris, renoncé à une partie de votre carrière, affronté un système judiciaire complexe. Vous vous êtes battu. François ferma les yeux. Mais j'aurais dû voir plus tôt. Oui, peut-être, mais vous ne pouvez pas changer le passé. Vous pouvez seulement construire un meilleur futur. Et c'est ce que vous faites. Le docteur se pencha en avant. François, vos filles n'ont pas besoin d'un père parfait. Elles ont besoin d'un père présent, aimant, et qui reconnaît ses erreurs. C'est exactement ce que vous êtes. François ouvrit les yeux, les larmes brouillant sa vision. J'ai juste peur de les perdre à nouveau. Cette peur est normale, mais ne laissez pas cette peur devenir une prison. Vos filles vont grandir. Elles vont prendre leur distance, naturellement. C'est la vie. Votre rôle n'est pas de les retenir, mais de leur construire des fondations solides pour qu'elles puissent s'envoler quand le moment viendra. Lyon, avril 2025. Visite médiatisée, numéro 8. Les visites avec Élodie continuaient tous les 15 jours. L'évolution était lente, inégale. Certaines visites se passaient correctement. Élodie faisant des efforts visibles pour parler calmement, poser des questions ouvertes, écouter. D'autres fois, la tension remontait. Les vieilles habitudes refaisaient surface. Lors de la 8e visite, en avril, quelque chose bascula. Élodie arriva avec un sac cadeau rose pâle. « J'ai quelque chose pour vous, mes chéris. » Elle sortit 2 robes identiques, en dentelle blanche, très élaborées. Le genre de robe de princesse qui coûtait une fortune et qu'on ne pouvait porter qu'une fois. Elles sont magnifiques, non? Pour le mariage de votre cousin Édouard en mai. Vous allez être les plus belles. Camille et Chloé échangèrent un regard. Puis Camille dit doucement « Maman, on n'aime pas trop les robes comme ça. C'est joli, mais on préfère les robes plus simples. » Le visage d'Élodie se figea. « Comment ça, vous n'aimez pas? J'ai passé des heures à les choisir, elles coûtent 300 € chacune. On dit juste qu'on préfère d'autres choses, » intervint Chloé, la voix tremblante. Élodie serra les mâchoires. La médiatrice, Madame Rosier, intervint immédiatement. « Madame Delorme, les filles ont exprimé une préférence personnelle. C'est sain qu'elles puissent dire ce qu'elles ressentent. »« Sain? Elles sont ingrates, oui. » Élodie jeta les robes sur le canapé. « Je fais tout pour vous, et vous me rejetez à chaque fois. Vous ne voulez même plus me parler. Vous êtes devenus exactement comme votre père, froide et égoïste. » Camille pâlit. Chloé se mit à pleurer silencieusement. Madame Rosier se leva immédiatement. « Madame Delorme, ce comportement est inacceptable. La visite est terminée. »« Non, j'ai encore 20 minutes. » La visite est terminée. Élodie attrapa son sac et sortit en claquant la porte. Dans le couloir, François entendit son explosion de rage. Il entra dans la salle et prit les jumelles dans ses bras. Elle tremblait. « Elle est encore en colère contre nous, » murmura Camille. « Non, ma chérie, elle est en colère contre elle-même. Ce n'est pas de votre faute. » Madame Rosier vint s'asseoir près d'eux. « Les filles, vous avez très bien fait d'exprimer ce que vous ressentez. Votre maman doit apprendre à accepter que vous ayez vos propres goûts, vos propres envies. Ce n'est pas facile pour elle, mais c'est important pour vous. » Lyon, avril 2025. Rapport de Madame Rosier au juge. 3 jours plus tard, François reçut un appel de Maître Aubert. « François, le rapport de la médiatrice est tombé. Elle recommande de suspendre temporairement les visites avec Élodie. L'incident des robes, plus plusieurs comportements inquiétants lors des précédentes visites, montre qu'Élodie n'a pas encore fait le travail nécessaire sur elle-même. » François soupira. D'un côté, il était soulagé que ses filles ne soient plus exposées à ces tensions. De l'autre, il savait que cela alimenterait encore plus la colère d'Élodie. Combien de temps? Seul le juge propose 3 mois de suspension, avec reprise conditionnée à un rapport positif de son psychiatre. D'accord. François, préparez-vous. Élodie va probablement faire appel. Encore? Oui. Tant qu'elle n'acceptera pas la réalité, elle continuera à se battre. François ferma les yeux. Quand est-ce que cette guerre prendrait fin? Lyon, mai 2025. Fête des mères. Le 2e dimanche de mai approchait. À l'école,
Les institutrices préparaient les traditionnelles activités pour la fête des mères. Camille et Chloé rentrèrent un jeudi soir, silencieuses. François servait le dîner, un hachis parmentier, recette apprise par YouTube. « Ça va les filles? Vous êtes bien calmes. » Camille joua avec sa fourchette. « À l'école, on doit faire un cadeau pour la fête des mères. »« Oh !» François ne savait pas quoi dire. « Mais on ne sait pas si on doit en faire un pour maman, » continua Chloé. « Parce qu'on la voit plus. » François posa sa fourchette. « Les filles, peu importe ce qui s'est passé, elle reste votre maman. Si vous voulez lui faire un cadeau, c'est bien. Et si vous ne voulez pas, c'est bien aussi. C'est votre choix. »« Mais elle va être triste si on n'en fait pas, » murmura Camille. « Peut-être, mais ce n'est pas à vous de gérer les émotions de votre maman. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. » Chloé réfléchit longuement. « Je crois que je veux quand même lui faire un dessin parce que des fois je me souviens de quand elle était gentille, quand elle nous lisait des histoires. Ça existait avant, non ?» François sentit sa gorge se serrer. « Oui, ma puce, ça existait. » Le dimanche, François emmena les jumelles poster 2 dessins à l'ancienne adresse de la maison du Vieux Lion. Camille avait dessiné une maison avec 3 silhouettes sous un arc-en-ciel. Chloé avait écrit en lettres maladroites « Bonne fête, maman. J'espère que tu vas mieux. » Élodie ne répondit jamais. Lyon, juin 2025. La fête de l'école. L'école Sainte-Thérèse organisait sa fête annuelle. Stands de jeux, tombola, spectacle des enfants. Camille et Chloé participaient à une petite pièce de théâtre, jouant 2 fées jumelles. Elles avaient de répéter pendant des semaines, excitées comme jamais. François arriva tôt, installa sa chaise au premier rang, téléphone prêt pour filmer. Les parents s'installaient autour de lui, bavardant joyeusement. Il reconnaissait maintenant plusieurs visages. Mathilde, la maman de Zoé, meilleure amie de Camille. Laurent et Sophie, les parents de Lucas qui jouaient souvent avec Chloé. François, Mathilde s'assit à côté de lui. « Vous êtes prêts pour le spectacle ?» « Complètement. Les filles n'ont parlé que de ça toute la semaine. Pareil pour Zoé. Elles forment un joli trio, ces 3-là. » Elle hésita. « François, je voulais vous dire, ce que vous avez fait pour vos filles, c'est admirable, vraiment. » François fut surpris. « Comment vous savez ? Petit quartier, vous savez, les gens parlent. Mais je veux que vous sachiez que tout le monde vous respecte pour ça. Protéger ses enfants, c'est la base. Vous êtes un bon père. » François sentit une émotion inattendue monter. « Merci. Ça compte beaucoup. » Le spectacle commença. Quand Camille et Chloé apparurent sur scène avec leurs costumes de fées scintillantes, des ailes en tulle rose et des baguettes étoilées, François sentit son cœur exploser de fierté. Elles récitaient leurs répliques avec assurance, souriaient largement, prenaient plaisir à jouer. 6 mois plus tôt, elles n'osaient même pas parler fort. Aujourd'hui, elles brillaient sur une scène devant 50 personnes. À la fin du spectacle, elles coururent vers lui. « Papa, tu as vu ? On n'a pas oublié nos textes. Vous étiez parfaite, absolument parfaite. » Il les souleva toutes les 2, les fit tournoyer. Elles riaient, accrochées à son cou. Mathilde les prit en photo, capturant ce moment de joie pure. Ce soir-là, en rentrant, François accrocha la photo sur le réfrigérateur. 3 visages rayonnants. Une vraie famille. Lyon, juillet 2025. Vacances d'été. François avait loué une petite maison en Bretagne pour 2 semaines, à Perros-Guirec. Une maison blanche aux volets bleus, à 2 minutes de la plage de Trestraou. Madeleine était partie visiter sa fille à Marseille. Alors c'était juste François et les jumelles. 2 semaines de père et fille, de château de sable, de glace à la fraise et de coucher de soleil sur la mer. Le premier soir, ils s'installèrent sur la terrasse avec des crêpes au caramel au beurre salé, la spécialité locale. Les mouettes criaient au loin et l'odeur iodée emplissait l'air. « Papa, c'est la plus belle maison du monde », déclara Chloé solennellement. François rit. « Attends de voir la plage demain. On pourra se baigner ? Si l'eau n'est pas trop froide, oui. » Camille observait le ciel qui virait au rose et à l'orange. « Papa ? Oui, ma grande ? Tu es content ?» François la regarda, surpris par la gravité de sa question. « Très content. Pourquoi tu demandes ? Parce qu'avant, tu avais toujours l'air pressé et fatigué. Maintenant, tu souris plus. » François sentit les larmes monter. Ses enfants voyaient tout. « Tu as raison. Je suis beaucoup plus heureux maintenant, parce que je suis avec vous. » « Nous aussi, on est plus heureuses, » dit Chloé. « C'est mieux maintenant. »« Même si maman n'est plus là ?» demanda François doucement.
Les jumelles échangèrent ce regard complice qu'elles avaient depuis toujours. Puis Camille dit « Maman, elle n'était pas bien dans sa tête. C'est ce que dit la docteure Claire, qu'elle était malade. Alors c'était pas vraiment elle qui nous faisait peur, c'était la maladie. C'est très sage de ta part. Mais on aime mieux être avec toi maintenant. Parce que toi, tu es pas malade. Et tu nous laisses être nous-mêmes. » François les prit toutes les deux dans ses bras, serrant fort. « Je vous aimerai toujours pour ce que vous êtes. Jamais pour ce que je voudrais que vous soyez. » Lyon, août 2025. Le coup de téléphone. Fin août, alors qu'ils étaient rentrés de vacances, François reçut un appel inattendu. Un numéro inconnu. « Monsieur Delorme, ici le docteur Amélie Renard, psychiatre d'Élodie Delorme. » François se tendit immédiatement. « Oui, je vous appelle avec l'accord de ma patiente. Elle souhaiterait vous rencontrer, seule, sans les enfants, pour discuter. » « De quoi ? » ?»« De la situation, de l'avenir. Elle a fait des progrès importants ces derniers mois, et je pense qu'une conversation pourrait être bénéfique. » François hésita. « Elle ne va pas me faire une scène. Je ne peux pas le garantir à 100%, mais je pense sincèrement qu'elle est prête. Accepteriez-vous de la rencontrer dans mon cabinet en ma présence? Terrain neutre. » « D'accord. Quand? » « Jeudi prochain, 16h. Lyon, septembre 2025. Cabinet de la docteure Renard. » Le cabinet de la psychiatre était apaisant, avec des tons beiges et une grande baie vitrée donnant sur un jardin intérieur. Élodie était déjà assise quand François arriva. Elle avait maigri, ses cheveux étaient tout plus longs, et elle portait un pull gris simple, pas ses tailleurs habituels. Elle leva les yeux et François fut frappé par la fatigue dans son regard. « François, merci d'être venu. » Il s'assit en face d'elle, gardant ses distances. La docteure Renard s'installa légèrement en retrait. « Élodie a demandé cette rencontre pour vous parler directement. Je suis là en médiation si nécessaire. »« Élodie ?» Élodie prit une grande inspiration. « Je ne sais pas par où commencer. » Sa voix tremblait. « J'ai fait beaucoup de thérapie ces derniers mois. J'ai dû affronter des choses que j'avais enfouies toute ma vie. Mon enfance, mes parents, la façon dont j'ai été élevé. » François l'écouta en silence. « J'ai compris. J'ai compris que j'ai reproduit avec nos filles ce que mes parents m'ont fait. Le contrôle, les punitions, l'exigence constante de perfection. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Je croyais que c'était de l'amour, que les rendre parfaites, c'était les aimer. Mais c'était de la peur qu'elles ne soient pas à la hauteur, qu'elles soient jugées, qu'elles échouent. Tu les as terrorisées, Élodie. Je sais. Elle sanglota. Je le sais maintenant. Et je dois vivre avec ça chaque jour. Savoir que mes propres filles ont peur de moi, que je leur ai fait du mal. François sentit quelque chose se fissurer en lui. De la colère, oui, mais aussi une forme de compassion douloureuse. Élodie était malade. Ça n'excusait rien, mais ça expliquait. « Qu'est-ce que tu veux, Élodie ? » « Je ne sais même pas si j'ai le droit de vouloir quelque chose. Mais je veux que mes filles sachent que je suis désolé, vraiment désolé, et que je travaille sur moi. Pas pour récupérer la garde, je sais que ce bateau est parti, mais pour qu'un jour, peut-être, elles puissent me pardonner, ou au moins comprendre que j'étais malade, pas méchante. » François réfléchit longuement. « Tu sais ce que m'a dit Camille l'autre jour, qu'elle se souvenait des fois où tu étais gentille, où tu leur lisais des histoires. Cette Élodie-là, elle existe toujours? J'essaie de la retrouver. Chaque jour. » La docteure Renard intervint. Élodie a fait des progrès remarquables. Elle a identifié ses schémas, elle travaille sur ses déclencheurs. Elle apprend à gérer ses émotions. Le chemin est long, mais elle avance. François hocha la tête. « Je ne peux pas te pardonner, Élodie. Pas encore. Peut-être jamais complètement. Mais je peux reconnaître tes efforts. C'est déjà énorme. » Élodie s'essuya les yeux. « Est-ce que tu pourrais dire aux filles que je les aime, même si je l'ai très mal montré? » Je leur dirai. Lyon, octobre 2025. 1 an après la découverte. 1 an. 1 an depuis cette nuit de novembre pluvieuse où François avait trouvé ses filles sous l'auvent d'une boulangerie. 1 an de bataille, de larmes, de reconstruction. Les jumelles avaient repris leur scolarité normale. Camille excellait en français et adorait écrire de petites histoires. Chloé montrait un talent étonnant pour les mathématiques et les puzzles. Elles avaient des amis, des activités. Camille faisait de la danse moderne, Chloé du piano. Leur cauchemar avait presque disparu. François avait complètement réorganisé sa vie. Il dirigeait maintenant Delorme Tech Solutions depuis Lyon.
avec des allers-retours occasionnels à Paris. Arnaud gérait brillamment le bureau parisien. François avait découvert qu'il pouvait réussir professionnellement sans se sacrifier familialement. C'était juste une question de priorité. Sa thérapie avec le docteur Severin avait été révélatrice. Il avait compris qu'il avait fui dans le travail pour éviter de regarder son mariage en face, qu'il s'était menti pendant des années, qu'il avait laissé la culpabilité dicter ses choix au lieu de l'amour. « Vous savez ce que vous devez faire maintenant ?» lui avait dit le docteur lors de leur dernière séance. « Quoi ? Vous pardonnez. » Lyon, novembre 2025. Reprise des visites. Après 6 mois de suspension et avec un rapport positif de la docteure Renard, le juge autorisa la reprise progressive des visites entre Élodie et les jumelles. Toujours médiatisées au début, mais l'atmosphère avait changé. La première visite fut tendue, évidemment. Camille et Chloé étaient nerveuses, mais quand Élodie les vit, elle s'agenouilla à leur hauteur. « Mes chéris, je suis tellement contente de vous voir. Vous m'avez manqué. » Les jumelles restèrent sur leur garde, mais elles s'approchèrent. « Je veux vous dire quelque chose d'important, » continua Élodie, la voix tremblante. « Je vous ai fait du mal. J'ai été une mauvaise maman. Et je suis vraiment, vraiment désolée. Vous ne méritiez pas ça. Rien de ce qui s'est passé n'était de votre faute. » Camille échangea un regard avec Chloé. Puis elle demanda « Tu vas mieux, maman ?»« Je vais mieux. Pas parfaitement, mais mieux. Je vois une docteure qui m'aide. Et je fais des efforts. »« Est-ce que tu vas encore crier ?» demanda Chloé d'une petite voix. « Je vais essayer de ne plus crier. Si jamais je recommence, vous avez le droit de me le dire. D'accord ?» Les jumelles hochèrent la tête. L'heure de visite se passa calmement. Élodie leur montra des photos de quand elles étaient bébés, leur raconta des anecdotes drôles. Elle demanda comment se passait l'école, quelles étaient leurs activités. Elle écouta vraiment. À la fin, Camille demanda « Maman, est-ce qu'on peut te faire un câlin ?» Élodie fondit en larmes. « Bien sûr, mes chéris, bien sûr. » C'était un début. Juste un début. Le chemin serait long, semé d'obstacles. Mais c'était possible. Lyon, décembre 2025. Premier Noël. François décora la maison de Gerland de guirlandes lumineuses et installa un grand sapin dans le salon. Camille et Chloé passèrent une après-midi entière à le décorer, accrochant des boules rouges et dorées, des étoiles argentées, une fée au sommet. Sous le sapin, des cadeaux s'empilaient. François avait invité Madeleine, sa fille, et Sophie Moreau, la sœur d'Élodie, avec sa fille de 16 ans, Emma. C'était la première fois que Sophie rencontrait Camille et Chloé. « Vous êtes nos cousines ?» demanda Chloé, fascinée par Emma, qui portait des Doc Martens violettes et avait des piercings partout. « Oui, techniquement, » répondit Emma en souriant. « Cool, non ?» Le réveillon fut joyeux, bruyant, chaleureux. Ils mangèrent une dinde au marron, une bûche au chocolat de chez Sèvres et chantèrent des chants de Noël devant la cheminée où crépitait un feu. Camille et Chloé ouvrirent leurs cadeaux avec des cris de joie, des livres, des jeux, une nouvelle poupée pour Camille, un puzzle géant du système solaire pour Chloé. À minuit, quand les enfants furent couchés, François se retrouva seul sur la terrasse contemplant le jardin éclairé par les guirlandes. Sophie vint le rejoindre. « Belle soirée. »« Oui, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. » Elle but une gorgée de vin chaud. « Vous savez, quand j'ai témoigné au tribunal, je ne savais pas ce que ça donnerait. Mais voir ces petites filles épanouies maintenant, ça valait le coup. Vous leur avez sauvé la vie. Vous le savez, ça ?» Sophie secoua la tête. « Non, c'est vous qui l'avez fait. Moi, j'ai juste dit la vérité. » François observa les étoiles. « Comment on fait pour pardonner, Sophie ? À qui ? À Élodie ? À moi-même ?» Sophie réfléchit longuement. « En acceptant qu'on ne peut pas changer le passé, seulement l'avenir. Vos filles vont bien maintenant. C'est ça qui compte. Mais j'aurais dû... » Stop. Sophie posa une main sur son bras. « Vous auriez dû, oui, mais vous ne saviez pas. Maintenant vous savez et vous agissez. C'est tout ce qu'on peut faire. Être meilleur qu'hier. » Lyon, janvier 2026. Nouvelle année, nouveau départ. Le 1er janvier, François emmena Camille et Chloé au parc de la Tête d'Or. Il faisait froid, mais le ciel était d'un bleu éclatant. Ils louèrent une barque et ramèrent sur le lac, emmitouflés dans des écharpes et des bonnets. « Papa, cette année, qu'est-ce qui va se passer ?» demanda Camille. « Plein de belles choses. Vous allez grandir, apprendre, découvrir. Et maman ?» François avait réfléchi longuement à cette question.
Maman va continuer à aller mieux. Vous allez la voir de temps en temps. Et peut-être qu'un jour, vous aurez une relation normale avec elle, ou peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, vous serez toujours en sécurité avec moi. Et toi, papa, qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda Chloé. François sourit. Moi, je vais continuer à être votre papa. C'est le plus beau métier du monde. Le soir, après avoir couché les filles, François s'assit dans son bureau et ouvrit son journal. Il avait commencé à écrire après sa première séance avec le docteur Severin, une façon d'organiser ses pensées, de tracer son chemin. Il écrivit « Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en paix. Pas parfaitement heureux, il y a encore des cicatrices, des regrets, mais en paix. Mes filles vont bien. Elles rient, jouent, rêvent. Elles ne marchent plus sur des œufs. Elles sont redevenues des enfants. J'ai compris quelque chose. On ne peut pas être un parent parfait. On fait des erreurs, parfois des grosses erreurs. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. Est-ce qu'on fuit ou est-ce qu'on reste et qu'on répare? Moi, j'ai choisi de rester et je continuerai à rester. Pour Camille, pour Chloé, pour nous. Lyon, mars 2026. 18 mois après la découverte. Le printemps revenait. Dans le jardin de Gerlande, les cerisiers explosaient à nouveau en fleurs blanches. Camille et Chloé, maintenant 8 ans, jouaient au ballon avec des amis. François préparait un barbecue, retournant des saucisses et des brochettes. Madeleine était assise sur la terrasse, un sourire aux lèvres. « Monsieur François, regardez-les, c'est magnifique. » François observa ses filles. Elles riaient, se chamaillaient, couraient pieds nus dans l'herbe. Des enfants normaux, heureux, en sécurité. « Oui, c'est magnifique. » Son téléphone vibra. Un message de Maître Aubert. « François, le jugement définitif vient de tomber. Garde exclusive confirmée avec visite progressive pour Élodie. C'est fini. Vous avez gagné. » François ferma les yeux, submergé par un mélange de soulagement et d'épuisement. 2 ans. 2 ans de bataille. Mais c'était fini. Il répondit « Merci, Rachel. Pour tout. » Ce soir-là, après le dîner, François rassembla les jumelles dans le salon. « Les filles, j'ai quelque chose à vous dire. Le juge a pris sa décision finale. Vous restez avec moi, pour toujours. » Camille sauta dans ses bras. « Pour toujours de toujours ?»« Pour toujours de toujours. » Chloé se blottit contre lui. « On va plus jamais partir ? Plus jamais. On est une famille. Une vraie famille. » Lyon, mai 2026. 2 ans après la découverte. 2 ans exactement depuis ce jour de novembre pluvieux qui avait tout changé. François se tenait devant l'école Sainte-Thérèse, attendant la sortie des classes. Le soleil brillait, les tilleuls étaient couverts de feuilles vertes tendres. Camille et Chloé sortirent en courant, cartable sur le dos, riant avec leurs amis. Quand elles virent François, leurs visages s'illuminèrent. « Papa !» Elles se jetèrent dans ses bras. Il les souleva toutes les deux. Elles devenaient lourdes maintenant, et les filles tournoyaient. Comment c'était l'école? Super! On a appris les fractions, cria Chloé. Et moi j'ai eu 10 sur 10 à ma dictée, ajouta Camille. Je suis fier de vous. Allez, on rentre. J'ai fait des crêpes pour le goûter. Sur le chemin du retour, main dans la main, François pensa à tout le chemin parcouru. Les nuits blanches, les batailles juridiques, les larmes, les doutes, mais aussi les rires retrouvés, les câlins spontanés, les « je t'aime papa » murmurés avant de dormir. Il avait perdu beaucoup. Son mariage, une partie de sa carrière, son illusion de contrôle. Mais il avait gagné l'essentiel, ses filles, leur confiance, leur amour. Ce soir-là, après avoir bordé Camille et Chloé, François resta un moment à les regarder dormir. Leur visage paisible, leur respiration régulière. 2 petites filles qui avaient traversé l'enfer et en étaient ressorties plus fortes. Il éteignit la lumière, ferma doucement la porte et descendit dans le jardin. Les étoiles brillaient dans le ciel de Lyon. Quelque part dans cette ville, Élodie travaillait sur sa propre guérison. Peut-être qu'un jour, elle pourrait vraiment être une mère pour ses filles. Peut-être pas. Mais ce n'était plus le combat de François. Son combat à lui était de construire, de reconstruire, de créer un foyer où l'amour n'était pas conditionnel, où les erreurs étaient permises, où on pouvait être imparfait et rester aimé. Il leva les yeux vers le ciel et murmura comme une prière ou une promesse. « Je serai là, toujours. » Dans la maison derrière lui, une lumière brillait, chaude, accueillante, stable. Enfin, ils étaient chez eux,